Nous sommes le 16 juin 2024 et c'est pas une date anodine puisque c'est aujourd'hui la fête des pères. Merci, bonne fête à toi aussi. Bah oui, c'est vrai, t'es papa aussi toi. Ouais, deux magnifiques enfants. Moi aussi j'en ai un. J'en ai qu'un, mais il est encore plus magnifique, et comme son père. Mais moi aussi j'en ai deux, on me souhaite pas bonne fête à moi? Et... Bah- Ah non, mais oui, parce que vous... Non, bonne fête à vous, hein, du coup. Moi je vais aller me faire foutre, quoi. Voilà. Et donc nous fêtons aujourd'hui tous les papas, mais également le 50e anniversaire, lui pour le coup d'un super papa, qui à lui seul a plus d'enfants que nous 4 réunis, puisqu'il a 7 enfants, l'immense, le génie, le roi Alexandre Astier. Si, c'est ça. 50 ans le jour de la fête des pères, il n'y a que lui pour tenter une cascade comme ça. Ne refaites pas ça chez vous, c'est réservé à des professionnels. Mais avant d'aller présenter nos hommages comme il se doit, place à la traditionnelle collaboration du jour, et ne zappez pas, ça va vraiment vous intéresser là, et en plus c'est entièrement gratuit, la nouvelle appli de voyage dont je vous ai déjà parlé plein de fois, Trottle. Trottle, c'est une appli de voyage qui vous permet de découvrir et de partager tous les lieux les plus dingues, insolites, secrets, historiques, artistiques, tout autour de vous ou là où vous partez en vacances. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a déjà plein d'applis comme ça, oui, il y a Google Maps. Non. Non. Si vous cherchez des balades romantiques, par exemple, à faire, il n'y a pas d'appli pour ça. Si vous cherchez des lieux cultes de tournage, par exemple, si vous allez en Nouvelle-Zélande, en Tunisie, ou si vous allez visiter Paris même cet été, il y a plus de 200 lieux de tournage enregistrés sur Trottle. Et vous pouvez même rajouter les vôtres. Retour vers le futur, Star Wars, Game of Thrones, James Bond, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, vous allez le retrouver sur Trottle d'une simple recherche. Et vous pouvez également retrouver du street art, par exemple, les trucs un petit peu plus insolites, vraiment centrés sur vos intérêts. Il y a déjà plus de 46 000 monuments historiques de toutes sortes répertoriés, mais également des trucs aussi géniaux qu'indispensables, comme tout bêtement les endroits à l'ombre cet été. Personne d'autre ne fait ça. Quand vous serez dans la canicule, vous serez bien content de trouver une petite promenade sous les arbres. Il y a également les sépultures des célébrités. Ça peut être instructif. Et là où c'est génial, c'est que vous pouvez également partager vos découvertes, les lieux autour de chez vous, les randos sympas que vous avez faites, les points de vue, tous les trucs que vous avez envie de faire découvrir de votre région et qu'on trouve pas dans les guides ou sur les cartes. C'est vraiment collaboratif, il y a déjà plus de 5000 utilisateurs. La seule petite condition, c'est que vos photos soient géolocalisées pour que l'appli puisse la mettre directement au bon endroit. C'est entièrement gratuit, entièrement sécurisé, aucune de vos données personnelles ne sera gardée, je sais que le problème du GPS est pas de problème avec ça. C'est disponible donc sur les stores Android et iOS. Pour ceux qui avaient déjà installé l'ancienne version, pensez à désinstaller puis réinstaller, voilà. Vos informations sont toujours là, le compte, les photos, juste désinstaller, réinstaller. Et si jamais vous avez quelques petits bugs à signaler, voilà, n'hésitez pas, un petit message privé sur la page Instagram de l'appli. Trottle s'occupe du reste. Trottle, c'est déjà 75 000 lieux répertoriés essentiellement sur la France, la Belgique et la Suisse, mais vous trouverez également des trucs super intéressants dans plus d'une 50aine de pays déjà, et les copains de l'étranger, n'hésitez pas à partager. Donc, allez télécharger Trottle pour la curiosité, pour organiser vos vacances, vos trajets, vos voyages cet été, partagez vos photos géolocalisées, et faites-nous découvrir le monde. Pour la première fois sur cette chaîne, nous allons pouvoir dresser le portrait d'un génie contemporain et vivant. Mais vous connaissez la règle sur cette chaîne, n'entre pas dans la catégorie portrait qui veut. Faut respecter quelques règles. Comme on l'a vu précédemment, il faut idéalement avoir chopé la tuberculose. Voilà. Et surtout, apprendre à lire tout seul avant d'entrer à l'école. Bon, niveau tuberculose, il est vrai, la maladie s'est faite plutôt discrète récemment, ce qui fausse un tout petit peu nos critères. Alors bon, j'ai cherché un petit peu, a priori aucune indication d'une santé fragile. Les oreillons, la varicelle, 2-3 rhumes par-ci par-là, mais rien de bien notable. On va donc se contenter de l'aspect de lecture du bonhomme déjà, et un peu du reste de son œuvre. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler d'un des plus grands conteurs modernes, Alexandre Astier, puisque nous fêtons aujourd'hui ses 50 ans. Et comme nous avons la chance qu'il soit encore en vie, autant parler de lui avec ceux qui le connaissent le mieux. Parce que ouais, j'ai pas envie de vous faire une vidéo comme d'habitude avec toujours le fameux « Alexandre Astier, vous travaillez en famille ?» Ça va, c'est bon, on sait, on a compris, mais il bosse surtout avec des gens qui connaissent le mieux, qui l'apprécient, et c'est juste logique en fait au final. C'est comme si vous disiez à Spielberg, oui, mais au final vous travaillez toujours avec le même chef opérateur et le même compositeur pour tous vos films. Ou si tu disais à Tom Brady, oui, mais quand même vous envoyez beaucoup le ballon à Gronkowski. Ou si tu me disais à moi, oui, mais quand même PH, tu fais toutes tes vidéos avec 12 par sec. À noter que dans ce cas précis, si je fais des vidéos avec lui, c'est parce que je le connais par cœur. Pas parce que je l'apprécie. Et donc pour cette vidéo exceptionnelle, merci d'accueillir Madame Anne-Valérie Soler qui joue Aélise dans Kaamelott.
Oui, qu'est-ce que? Bah, je sais pas. Non, mais j'attends quelqu'un et c'est pas toi, donc... Ah non, mais d'accord, mais ça y est, mais j'ai compris, je vois. Non, mais c'est une petite confusion, là, une petite maladresse, hein, un petit quiproquo. Comme ça, de rien du tout. En fait, Anne-Valérie, hein, c'était ma prof de stage de théâtre. Voilà, mais c'est tout, hein, parce que ta vidéo, elle s'en fout, en fait. Et toi, non? Ah si, totalement, mais bon, comme j'avais rien d'autre à foutre. Bon, ok, tant pis pour Aélis. Donc, bon, on a Madame Charlotte hein, de la chaîne Archéophénec, donc allez vous abonner hein, en attendant. Et c'est pas grave, puisque nous avons également la chance de pouvoir accueillir le grand méchant de la saga, le sinistre homme en noir, la réponse dans le livre 5, Monsieur Carlo Brandt. Ah, mais c'est pour ça que je suis dans ta vidéo. Pour ça quoi? Bah, parce que je lui ressemble un peu, non? Oh putain, mais oui. Mais du coup, c'est pas toi qui joues? Ah bah non. Bon bah tant pis, hein, on va faire avec, hein, enfin sans, restez là, hein, on se retrouve à la fin de la vidéo. Mais c'est quand même un peu dommage. Mais et moi, pourquoi je suis là alors? Je sais pas, parce que t'es toujours là. Ah, c'est pas faux. Alexandre Astier est donc né le 16 juin 1974 dans la petite bourgade de Lugdunum, ou Lyon comme on appelle ça maintenant. Je sais pas en quelle année le bled a changé de nom. Issu d'une famille d'artistes née de l'union éphémère entre Lionel Astier, comédien, et Joëlle Sevilla, comédienne, il grandit dans une certaine précarité, mais retient malgré tout une enfance assez heureuse. C'est déjà une belle leçon de vie. Le pognon, ça fait pas tout. Et il a un demi-frère hein, qu'on connaît tous, le sémillant Simon Astier. Il y a un air quand même, non? Il paraît, oui. Très rapidement, l'école, ça l'emmerde. Alors, oui, bon, ok, c'est le truc qui revient souvent à propos des génies, hein, genre le niveau de l'école n'est pas suffisant pour l'élève et il s'emmerde. Non, on a plus d'exemples d'abrutis qui s'emmerdent à l'école que de génies qui étaient très bons et qui s'éclataient, hein, donc argument de merde. Donc vous le rangez dans vos poches et vous le ressortez pour les fêtes en famille, mais nous on veut pas entendre ça ici. Donc non, c'est pas parce que c'est un génie que ça l'emmerde. C'est le système. Mais avant même l'école, le petit Alexandre est donc curieux de tout, hein, et donc naturellement, il s'intéresse aux mots, à la langue, et dès 3 ans, il essaye de comprendre le mécanisme de l'écriture. Comme Marie Curie, Champollion, Louis Braille, Aaron Swartz. Il suit un cursus atypique entre cours de musique et horaires aménagés. Vous pouvez le voir en interview hein, qu'il est assez critique quant au modèle éducatif classique standard, et pourtant, force est de constater que c'est aussi ça qu'il a forgé, l'apprentissage académique de la musique. Parce que oui, Alexandre Astier est avant tout un musicien, et c'est de mon point de vue même ce qui fait toute sa force par rapport à d'autres scénaristes et dialoguistes. On va y revenir, parce que je pense que c'est vraiment très important de comprendre cet aspect-là pour comprendre le magnétisme de ses œuvres. Et également curieux en retour, non, Alexandre n'est pas un comédien. Alors, si, puisqu'il est payé pour ça, mais je veux dire, il n'a pas suivi de cours de comédie. C'est le Russell Crowe français, le gars. Sa formation, c'est vraiment la musique. Et en plus, c'était même pas une passion pour lui, voilà. C'était comme ça, ferme ta gueule. Donc, on a un gars plutôt asocial qui est devenu réalisateur et donc qui doit travailler avec plein de gens, sans formation de comédien, qui devient donc acteur. Tout ça pour créer une des séries les plus cultes de ces dernières années. Voilà. C'est beau ou pas? C'est comme si tu faisais les mêmes courses que la vieille du supermarché, là. Bah si, tu sais... J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Voilà, que tu mélanges tout ça au sbeul, et bim. Oh merde, mais c'est magnifique! Alors, pour être précis, il a certes jamais suivi de cours de théâtre comme on pourrait s'y attendre, mais c'est un enfant qui a grandi avec des comédiens. Donc en admirant, en étudiant et en décortiquant les Gabin, les Blier, et bien entendu, hein, Louis de Funès, qui est vraiment central dans l'œuvre d'Alexandre Astier. De Funès qui était lui-même un maître du rythme, de la musique en sous-texte, hein, lui-même grand musicien, et qui en fait tout son talent unique. Et donc Alexandre est avant tout un musicien qui compose toutes ses musiques, hein, oui, c'est un truc qui revient régulièrement dans les interviews, le fait qu'il fasse tout, y compris la musique. Ce qui le relie également hein, à d'autres très grands noms comme Charlie Chaplin ou John Carpenter. Faut dire que ça l'imprègne un petit peu puisqu'il a commencé ça déjà dès ses 6 ans. Il a grandi dans une famille avec des parents atypiques qui lui transmettent les valeurs du métier, mais aussi et surtout une forme incroyable d'indépendance et de rébellion naturelle contre l'ordre établi. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui, plutôt que d'un autre auteur de série à succès. Fais les choses comme toi tu le veux, et pas comme les autres te disent que ça doit être fait. Faites comme vous voulez, pas comme on vous dit de le faire. Comme dit mon pote, si tu veux ce que les autres n'ont pas, fais ce que les autres ne font pas. Bref, le petit Alexandre grandit malgré tout heureux, mais à 13 ans, la précarité, ça commence quand même un petit peu à lui peser sur l'enthousiasme, et dès qu'il peut, il se barre du foyer familial et atterrit à Paris, à l'American School of Art. Après avoir étudié la contrebasse, l'orchestration et les chœurs dans sa prime jeunesse, il en sort diplômé en jazz et musique moderne à 22 ans. Dans les années 90, il signe la BO de quelques courts-métrages et écrit et met en scène sa première pièce de théâtre, Pulp Fiction, en 1997, puis joue dans la pièce d'un de nos futurs compagnons du royaume de l'ogre, Nous crions grâce, écrite par un certain Jacques Chambon, notre Merlin préféré. Début des années 2000, il croise une tête aujourd'hui bien connue,
Franck Pittiot, le futur Perceval, dans le court-métrage Soyons Sport, où il est déjà scénariste, acteur, directeur d'acteur, co-monteur et compositeur. Il associe sa présence dans le théâtre lyonnais en écrivant et jouant dans sa pièce Le Jour du Froment, mise en scène par Jean-Christophe Ambert, et avec notamment Thibaut Roux, Loïc Varro ou Lan Truong. Les seigneurs Caradoc, Grudu, Vénèque et l'inénarrable Attila. Et déjà, on sent les bases du style Astier, hein, les basounettes. On y voyait comme à travers une pelle. On y voit comme à travers une pelle là-dedans. De quoi? Ah bien, mais qu'est-ce qui vous prend de gueuler comme ça? Mais qu'est-ce qui vous prend, bon Dieu? Pourquoi vous gueulez comme ça? Le mec met en scène également un petit jeune qui débute, un certain Aurélien Porteau, le seigneur Gauvin. En 2002, Alexandre Astier réalise un court-métrage de 14 minutes du nom de Dies Irae, qui tourne un petit peu dans les festivals dédiés au format. On y retrouve déjà le fameux phrasé à la Audiard et un certain art d'être entouré de boulets plus proches de leur ego que de leur responsabilité, qui dénote totalement avec le côté épique auquel on est habitué avec les héros de la légende arthurienne. Il remporte le prix du public 2003 du festival Off-Court et tape rapidement dans l'œil de deux gugus proches de la retraite, Yvan Le Bolloc et Bruno Solo, alias Jean-Claude Convenant et Hervé Dumont, les deux boulets du programme star d'M6 à l'époque, Caméra Café. Les mecs cherchent un remplaçant à leur format court, et pour présenter son projet au mieux, Alexandre tourne alors 6 épisodes pilotes de ce qui s'appelle désormais Kaamelott, avec 2 A pour Alexandre Astier et 2 T pour être bien sûr qu'on prononce bien le truc correctement. Et Calt lui commande alors 100 épisodes. Le budget est certes conséquent pour une première, hein, mais Alexandre veut de la qualité. Il tourne avec 2 caméras HD, ce qui reste une exception à l'époque, et donc oui, au final, niveau brousouf, ça reste serré. Comme tous les plans, voilà, il faut faire des compromis. Les plans larges, les décors, bah, tant pis pour ça, hein, on mise sur les costumes et sur le jeu des acteurs. Alexandre embauche certains de ses anciens collègues, des comédiens qu'il a vus sur scène comme Audrey Fleurot, et plus dans le vivier de l'école de théâtre de sa mère, hein, l'Acting Studio. Pourquoi s'emmerder à faire passer des castings à droite à gauche quand tu connais les gars, quand tu sais comment ils bossent, et que t'as de quoi leur faire dire des trucs cohérents pour raconter ton histoire? Alors oui, ils bossent en famille, mais quand ta famille est de ce niveau-là, bah, ça serait un petit peu con d'aller chercher ailleurs. Le tournage débute en 2004 pour une première diffusion le 3 janvier 2005. Presque 20 ans déjà. Hein. Et ça cartonne. Le public est là, les audiences atteignent 20% de part de marché, et rapidement une communauté se forme, la communauté... Qui n'a toujours pas de nom? Alors, moi je nous appelle la communauté des connards qui parlent que en réplique de Kaamelott. Oui, c'est moins classe que la communauté de l'Anneau ou la communauté de communes de Vierzon, mais c'est exactement ça. Hein. Les gars qui te balancent en permanence du le gras c'est la vie, c'est pas faux, ou pas chargé assiette pour fromage au repas de famille un petit peu cossu, des os pas des os, on est des connards. Arthur devient une star, le genre de gars qui peut plus sortir dans la rue sans être reconnu partout. 5 livres suivront à la télé et 10 BD pour le moment. Et donc la légende Kaamelott est née. Alors, Alexandre devient une star, mais pas que. Hein. Si vous allez voir les différents acteurs de Kaamelott sur les conventions, vous verrez que la file d'attente est conséquente. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, hein, si vous me permettez, sinon vous zappez, je vous mets juste la petite anecdote hein, dans les chapitrages. Le premier acteur que j'ai croisé de Kaamelott, c'était en 2005. Vraiment, la série venait de commencer. C'était pas encore un truc que je connaissais par cœur. Et je croise un monsieur dans le train. Et ce monsieur me dit quelque chose, mais j'arrive pas à le relier à Kaamelott. Pour la petite histoire, mon oncle est curé, et donc je vois ce monsieur, et là je me dis, je sais pas d'où je le connais, à tous les coups ça doit être un pote de mon oncle. Voilà, probablement que je l'ai vu à un repas ou machin. Et c'est après que ça a popé. Eh oui, c'était le père Blaise. Mon cerveau avait associé les deux idées, le fait que c'était bien un curé, hein, que je le connaissais en tant que curé, et autre chose. Et bref, donc du coup, voilà, je suis allé le voir, le monsieur très sympathique, hein, donc je sais pas, je sais qu'il était abonné à la chaîne, je sais pas si tu es toujours abonné, mon cher Jean-Robert, mais écoute, si tu es toujours abonné, laisse un petit commentaire et tu seras toujours le bienvenu sur cette chaîne. Donc voilà, le premier acteur de Kaamelott que j'ai rencontré, c'était donc le père Blaise, et donc depuis, effectivement, la chance de pouvoir déjeuner avec Aurélien Porteau, d'avoir ma photo avec le maître, ou encore, bien entendu, avec Thomas Cousseau, ça là, elle a été assez cossue à voir, mais voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir les voir, et c'est la fin de la parenthèse. En parallèle, Alexandre commence à tourner au cinéma chez Lisa Azuelos, notamment, de petits rôles hein, dans 3 de ses films. Il tient le rôle du méchant Clotindre dans le complètement barré Les Aventures de Philibert Capitaine Puceau, hein, de Sylvain Fusé. Alex, la coupe aléatoire, on en parle enfin, moi déjà c'est aléatoire, hein, mais alors là... Il cavale Julien Doré dans Pop Rédemption de Martin Le Gall et incarne le chat d'Iran dans l'excellent Nous trois ou rien de Kairon. Et en 2012, alors qu'on est tous sur les dents à attendre la suite de Kaamelott, Alexandre réalise son premier long métrage, le fabuleux David et Madame Hansen, avec Isabelle Adjani. Rôle initialement prévu pour Alain Delon,
qui aurait pu s'offrir un magnifique dernier rôle en point d'orgue d'une carrière légendaire, mais bon, c'est comme ça. Alexandre a donc tout réécrit le film au dernier moment pour Isabelle Adjani. Et non, je veux rien savoir, ce film est une pépite. Quoi mon objectivité? Oui, le mec conduit une Lamborghini et tape la crapahute dans ma ville natale où j'ai passé toutes mes vacances, voilà, devant les lieux où je traîne depuis mon enfance. Mais il m'en faut plus quand même pour trouver un film bon. Bon, voir ta ville comme ça au Cinoche, ça te colle un petit peu la banane, on va pas se mentir. Mais non, vraiment, découvrez ce film, hein, il est dispo sur Prime. Dès 2008, il rencontre l'univers d'Astérix avec un petit rôle dans Astérix aux Jeux Olympiques, de Frédéric Forestier et Thomas Langman. Ouais, bonne-toi, la vidéo arrive pendant les prochains Jeux Olympiques. Je sais pas d'ailleurs c'est quand les prochains Jeux Olympiques, vous en avez entendu parler? Je sais pas du tout, aucune info sur ce sujet, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des dates. Je ne connais pas. Et c'est... voilà. Hein. Il accepte de participer au film à la condition qu'il écrive lui-même ses dialogues. Et ça se voit, hein. C'est le seul truc à sauver du film. Et en 2014, il se fait pardonner en co-réalisant avec Luc Clichy le film d'animation tiré de la BD Astérix, le domaine des dieux. Et là, ouais, là c'est bon. Ouais. Il réitère 4 ans plus tard, avec là une histoire totalement originale, hein, Astérix et le secret de la potion magique. Il renoue également avec les planches en 2012 et 2014 avec Que ma joie demeure et l'Exoconférence, que je n'ai pas puisque je l'ai prêté, hein, n'est-ce pas? Tu me le rends quand tu es. En fait, je rigole, c'est moi qui vais jamais le voir, mais voilà. Bon, bref. L'Exoconférence, qui fait suite à un petit sketch devenu culte au Festival de Montreux. Physique quantique, révolution ou mascarade. Et ces 2 pièces, donc, mises en scène par Jean-Christophe Ambert. Et l'Exoconférence, donc, avec Askip, Monsieur Bruce Benamran en première partie. Bon, moi je l'ai pas vu, mais bon, il paraît. En tout cas, il continue de raconter cette histoire-là. Pendant 10 ans, Alexandre multiplie les apparitions télé également, chez son frère Simon dans Off Prime et HeroCorp, dans Scène de ménage, ou bref. Je suis le roi. Tu viens d'apprendre sur la galette. Il fait de la pub pour World of Warcraft. Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un paladin. Et toi? À quoi tu joues? Et prête sa voix au lieutenant Auguste Bradley dans Mass Effect Andromeda. Mais depuis 2015, il participe à beaucoup moins de projets, voire plus aucun projet extérieur, à part la coprésentation de Burger Quiz, une fois. On n'a plus grand chose à se caler sous la molaire, hein, ouais. Tu nous manques Alex quand même. Et en fait, il justifie ça par un truc qui, moi, m'a marqué et que je vous partage, hein, je vais paraphraser, je vais plagier, je vais citer hein, le maître. Il a 50 ans aujourd'hui et il le dit, le nombre de choses qui lui restent à faire jusqu'à la fin de sa vie est limité. Voilà. On ne sait pas quand ça va arriver, le plus tard possible, bien entendu. Mais je trouve que cette philosophie est super importante. Vous avez un nombre limité de choses à faire jusqu'à la fin de votre vie. Choisissez-les bien et faites des choses importantes pour vous. En tout cas, pas des choses importantes, on s'en fout. Mais voilà, faites des choses importantes et gardez bien ça en tête. Vous avez un nombre limité de choses à faire encore jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Et c'est Alex qui le dit donc. Mais bref, en 2021, après 12 ans d'attente, de déboires juridiques avec Calt, de Covid, de confinement et de restrictions sanitaires, enfin sort sur nos écrans la suite tant attendue de notre série préférée, Kaamelott premier volet. Alors bien sûr qu'il y a un amour du mot dans la plume d'Alexandre, une élégance et une recherche de la poésie constante. Bien sûr qu'il y a du Audiard dans ses dialogues, mais ça suffit pas à expliquer la qualité de son écriture. Il y a des séries qui brillent par leur écriture, des Scrubs, des South Park, Prison Break aussi dont je me suis beaucoup inspiré, les Sopranos, enfin elles sont légion. C'est toujours ciselé, brillant, mais je pourrais pas me les mater en boucle. Me les remater, oui, mais pas plusieurs fois les mêmes épisodes à une semaine d'intervalle. Pour moi, la seule série qui réussit cet exploit, c'est vraiment Kaamelott. Et ça, à mon avis, ça tient essentiellement au fait qu'Astier est un musicien et qu'il écrit ses dialogues comme de la musique. C'est pas forcément ce qu'il raconte qui est important, mais la musique qui s'en dégage. Et en parallèle, les films que je peux voir vraiment en boucle, limite mettre en fond et sans forcément me soucier de ce que ça raconte, etc., c'est les films d'Audiard justement. Les Tontons Flingueurs, ouais, je peux les mater 2 fois dans la même semaine, ça me posera aucun problème. Alors que des Retour à le futur au Seigneur des Anneaux, qui sont vraiment parmi les films que j'ai le plus vus au monde, au bout d'un moment ça me gave et je pourrais pas les regarder 2 fois d'affilée. Et on a beaucoup parlé justement de cette façon d'écrire les mots de Audiard dans la vidéo dédiée. C'est totalement inconscient, hein, on s'en rend pas compte, mais on peut se mettre ces dialogues en fond, comme on lance un album de Pink Floyd, pendant qu'on fait des travaux par exemple. Oui, tout ça, là, le mur, là, il a été monté pendant l'intégrale du livre 6. Ou alors on peut se poser avec un stylo et un crayon hein, et découvrir de nouvelles nuances à chaque écoute. Un truc aussi très subtil mais qui joue beaucoup, c'est le rythme. Comme en musique, on a des enchaînements, des ruptures, des solos, parce que le gars écrit pour des acteurs comme on va orchestrer un morceau en fonction des instruments, arranger le morceau. Il n'écrit pas pour ensuite foutre le premier grouillot qui vient et qui va se démerder avec. Le comédien est vraiment là pour jouer sa partition à lui. Un même texte dans la bouche d'un autre, c'est foutu, ça sonne faux et la magie retombe. Encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on raconte, c'est la manière de le raconter.
Si Hans Zimmer ou même Vangelis à l'époque ont composé des musiques aussi marquantes, c'est pas parce que les mélodies sont plus incroyables que les autres, c'est parce qu'ils ont su les sublimer, leur donner le son parfait, hein, les orchestrer à la perfection, comme, à mon sens, Alexandre avec ses acteurs. Mais au-delà de sa production, Alexandre c'est vraiment un personnage à part, qui fait globalement ce qu'il veut, quand il veut. En 2004, quand la prod lui impose tel acteur ou telle condition pour Kaamelott, il dit « Ok, bah c'est ça, je le fais pas. Si mes conditions vous plaisent pas, je rentre dans mon bled natal à coup de pompe dans l'oignon, ça me fait pas peur. » Il impose sa vision, ses conditions. Il décide de lui-même de faire passer progressivement le format court de Kaamelott de 3 minutes à 6, puis carrément un format série, et même pour le film, hein, tant que ces conditions n'étaient pas réunies, bah, il le fait pas. Il travaille aussi d'une manière très particulière, hein, fait un maximum de choses, de l'écriture au montage. Il a tendance à arriver sur le plateau de tournage avec le script écrit vraiment au dernier moment, un peu casse-gueule, j'avoue, moi je pourrais pas bosser comme ça. Bon, attends, ma poule, tu te fous de moi, tu m'as envoyé le script il y a même pas 48 heures, tu bosses exactement comme ça aussi tout le temps. Tu peux tellement pas le prouver. Alexandre Astier, c'est un esprit libre, souvent très fin sur des sujets très variés, des punchlines mémorables, hein, et tu sens que le gars, il flotte un peu au-dessus de la masse. Comme les illustres noms déjà traités sur la chaîne, il a cette curiosité du comment ça fonctionne, de comprendre les mécanismes, en musique, dans le jeu de Louis de Funès, ou en astrophysique, et quand il vient, ou même en astrophysique, hein, et quand il vient sur un plateau d'émission faire la promo, et tu vois que c'est pas le même niveau que la dernière starlette ou le dernier influenceur ou gars vaguement connu depuis 2 semaines. Le mec t'inflige des PLS avec l'élégance des plus grands, mais a toujours un regard très affûté sur notre monde, sur la création en général, et d'une manière générale, même quand il participe à des projets bof-bof, il sort toujours son épingle du jeu. Astier, c'est un ovni, c'est un mec comme on n'en fera plus, c'est un miracle. Du coup, les gars, la meuf, vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense que c'est de la merde. Alors moi, un truc qui me fascine chez Alexandre Astier, je sais, hein, c'est un super réalisateur, Kaamelott, tout ça, mais moi, le musicien qui est Alexandre Astier, je suis assez fan. Et pour illustrer ça, j'ai pris ma guitare, je vais vous montrer un truc sur le générique du livre 5 et 6, je crois, qui est vraiment génial au niveau solfège, c'est incroyable. On est en ré mineur pour les musiciens. Vous vous rappelez, ça fait un truc comme ça. Et là, il fait un truc qui est vraiment génial. Il fait ta di da 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 da. Et normalement, on devrait finir sur le ré mineur. Tu vois, normalement, on devrait finir sur le ré mineur avec lequel on a commencé. Ta di da 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 da. Voilà. Et lui, il fait ta di da 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 da. Et il rend l'accord majeur. Et en plus, pendant que l'accord est majeur, il fait jouer ceci à la harpe. Tada, sol dièse ou la bémol comme vous préférez. Et ça, c'est le mode lydien. Très joli. Moi, je suis fan. Alexandre Astier, c'est juste un génie. Moi, en fait, là où je l'ai vraiment compris, c'est quand je suis sortie de l'exoconférence, le jour où je suis allée le voir à Lyon, en rentrant en fait de son spectacle, tout le long, je me suis mise à réfléchir. Ça, croyez-moi, c'est fort de me faire réfléchir. Bon, et du coup, j'avais les yeux levés au ciel et je me suis posé 1 milliard de questions, des questions que je m'étais jamais posées. J'ai rigolé comme jamais à tout son spectacle et en même temps, il m'a donné matière à réflexion et ça, je trouve ça tellement dingue. Quand on voit tout ce qu'il fait, c'est un grand virtuose, il a une intelligence d'écriture mais que j'aime tellement, rien que dans Kaamelott. Je sais pas si, parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent, oui, c'est devenu sombre, machin, Kaamelott. Mais en fait, vous n'avez pas compris, je pense. Enfin, vous n'avez pas compris, peut-être c'est moi qui ne comprends pas et qui n'ai pas envie de le voir. Hein. Mais j'aime tellement les dernières saisons, justement pour ce côté sombre, parce qu'il a su garder l'univers qui était Kaamelott, ce qui était Kaamelott. Hein. Il arrive à dédramatiser des choses, il arrive à apporter de l'intensité. Quand même, Arthur essaie de se suicider. Il tombe au plus bas, il est au plus mal, son meilleur ami le trahit. Enfin, il y a quand même des choses intenses qui se passent. Mais malgré ça, on a quand même encore le caractère humoristique qui reste et qui revient et qui nous emplit de rire et de bonheur. Puis on a ce drame-là qui nous happe et qui nous fait nous sentir mal pour lui, mais il a gardé l'âme des premiers temps de la série et il l'a transformé en quelque chose de tellement plus fort. Je comprends pas que les gens aient pas compris ça, en fait. Pour moi, c'est dur à assimiler. C'est comme les gens qui n'aiment pas Kaamelott. J'ai beaucoup moins d'amis qu'avant du coup, mais je regrette aucun regret, vraiment aucun regret, parce que je suis tellement fan de lui. Et j'aimerais tellement coucher avec lui.
Bon, bah écoutez, moi je vais pas être très original, mais comme la plupart des gens, je pense, de notre âge, de notre milieu, qui partageons les mêmes passions et les mêmes centres d'intérêt, Alexandre Astier fait partie de nos inspirations. C'est pas le seul, il y en a plein d'autres, mais lui, il en fait clairement partie. Et c'est cool parce que c'est un peu un des plus récents, tu vois. Personnellement, moi, mes inspirations, elles vont beaucoup plus loin, elles vont de la génération de nos parents, avec des mecs comme Coluche, évidemment, après Dieudo aussi sur scène, Courtemanche, Bigard à ses débuts, Laurent Baffy, mais Astier, c'est un des plus récents au final. Parce que, si vous voulez, il a inventé une sorte de style, alors, bon, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais disons que je l'avais pas beaucoup vu avant lui. C'est-à-dire qu'en fait, il a imaginé une grande histoire, mais en s'attardant beaucoup aussi sur tous les détails et toutes les anecdotes à la con que normalement tu racontes pas. C'est-à-dire que pour la légende du roi Arthur, donc parmi les chevaliers de la table ronde, peut-être qu'il y en a, tu vois, ils sont moins bons que les autres, tu vois, ça va être des flemmards, ce matin ils avaient pas envie de se lever, il y en a, ils veulent pas bosser, ils s'engueulent un peu entre eux, t'en as un, il a mal au bide parce qu'il a bouffé trop de champignons hier, et au final, ça donne toute une ribambelle de connards qui accompagnent le roi Arthur, qui lui-même n'est évidemment pas parfait non plus, mais ce que je trouve qui fonctionne bien, c'est qu'il met en scène toutes ces imperfections normales. Les mêmes imperfections que nous on a, donc ça nous fait un peu nous rapprocher d'eux, et des trucs qui sont jamais racontés dans le livre parce que normalement c'est pas intéressant. Bah lui il arrive à les rendre intéressantes parce qu'il les rend drôles. Il y a même souvent des sortes d'anachronismes mais qui fonctionnent. Par exemple, moi je me suis un petit peu inspiré de ce concept pour imaginer une équipe de tournage avec moi dans mes vidéos, qui passent leur temps à me foutre des bâtons dans les roues en reprenant ce que je dis, en se foutant de ma gueule, en s'engueulant carrément entre eux ou en faisant des conneries, tu vois. Je mets souvent des extraits de films et je trouve marrant d'imaginer, tu sais, en régie, un mec qui se gourre, qui met pas le bon extrait parce qu'il est pas concentré, et t'en as un autre qui l'engueule aussi. En gros, voilà, le personnage principal, il essaye de faire son truc, et puis il se trimballe une bande d'emmerdeurs qui est pas bien méchante, mais qui fait des conneries. Je trouve ça assez cool, quoi, cette idée d'avoir des gars qui ont pas forcément envie d'être là. Ça donne 1001 situations qu'il va falloir bien écrire, avec des bons dialogues, et qu'il va falloir bien jouer aussi. Et Astier, il a cette espèce de finesse dans l'humour à la con. Et ça, c'est pas forcément évident. Je pense, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui essayent, mais qui ne le maîtrisent pas aussi bien que lui. Quand tu passes sur M6, c'est une chaîne qui est pas forcément réputée, je crois, pour la finesse et la profondeur et l'intelligence de ses programmes. C'est un peu du même niveau que TF1 ou W9, tu vois. Les programmes, ça vole pas toujours hyper haut. Alors, je vous rassure, je dis pas ça d'un ton condescendant, hein. Moi-même, mes vidéos, ça vole pas toujours très haut non plus. Mais il y a de l'info quand même. Et c'est pour ça que quand Kaamelott est diffusé la première fois, moi, je regarde pas. Je me dis que c'est encore un énième truc à la con, comme tous les sitcoms à la con qu'il y avait à l'époque, et qu'il y a toujours. J'ai mis assez longtemps à me mettre à ce truc-là, je l'ai regardé des années après, quand il est sorti un peu en DVD avec tous les coffrets, tous les livres. Et au final, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins con que ça en avait l'air, parce que c'était bien écrit, bien joué, et donc très drôle. Et tout ça, c'est grâce à Alexandre Astier, qui a un vrai sens de l'humour, et surtout un vrai sens du rythme. Il sait raconter, il sait jouer, il sait comment diriger ses comédiens et ses comédiennes. Je crois pas dire de conneries en disant qu'il n'y a pas une seule personne qui joue mal dans Kaamelott. Et en plus, le gars est fan d'Astro, donc voilà, je ne pouvais que me retrouver dans le personnage. Après, attention, il est pas parfait, hein. Non, personne n'est parfait. Je le connais pas personnellement, mais je suis sûr qu'il est bourré de défauts, ce salopard, là. Mais c'est pas grave parce qu'on les voit pas. Et si l'honnêteté peut parfois être un défaut, et c'est peut-être bien l'un de ses plus beaux, parce que ça aussi, c'est un truc que j'aime bien chez lui. C'est qu'on a quand même bien l'impression qu'il se fout pas mal de ce que les gens pensent de lui, et qu'il a jamais peur de dire ce qu'il pense. Et comme il est pas con, il pense pas que des conneries. Donc, ça fait plaisir de l'écouter, de le regarder et de regarder ses œuvres. Et on espère qu'il en fera encore plein d'autres. Monsieur Astier, si jamais vous regardez cette vidéo, merci beaucoup pour ce que vous faites, on est avec vous et bon anniversaire. Je croise souvent des gens qui n'ont jamais vu ou pas accroché à Kaamelott, et honnêtement, je comprends pas. Les œuvres d'Astier sont toujours intelligentes, pleines de poésie, elles donnent envie de comprendre des trucs, et le mec en lui-même est un modèle. Sur certains points, hein, attention, il n'est pas parfait, personne ne l'est, mais il cherche toujours à surprendre, à mener le spectateur là où il s'y attend pas, hein, donc à faire son boulot de conteur en gros, et non pas un boulot simplement de commercial avec un cahier des charges. Il nous donne ce dont on a besoin, et pas ce dont on a envie. Les deux sont très différents, hein. Il faudrait qu'ils comprennent ça, Disney notamment. Il fait ce qu'il aime, et comme il estime que ça doit être fait. Un vrai artiste, quoi. Et pour tout ça, cher Alexandre, un joyeux 50e anniversaire. Merci pour tout. Et le génie est partout. Puis un truc que j'adore chez lui, une phrase mais que j'ai tellement aimé de lui, il a dit, on l'a beaucoup entendu, je ne bosse plus avec des connards. Et ça, mais je trouve que c'est tellement génial. Et c'est ce qu'on devrait faire dans la vie, voilà. Alors moi, ça sera pas fait là parce que du coup, je fais la vidéo pour PH, mais il faut le faire. J'aime tellement Alexandre Astier.